Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de regarder d'un peu plus près ce qui compose tout ce qu'on voit, la matière. Oui, on a quelques documents là qui nous parlent des bases, des constituants fondamentaux. C'est ça. L'idée, c'est de clarifier un peu ce que sont ces fameuses briques invisibles. Les atomes, les molécules, et puis les ions. Et comment on peut parfois les repérer. Exactement. Bon alors, on attaque par le plus petit, j'imagine, l'atome. Oui, tout à fait. L'atome, c'est vraiment l'unité de base, la brique élémentaire si on veut. D'accord. Alors, il faut imaginer un noyau tout petit, très dense, avec une charge positive, et puis autour, il y a des électrons, eux négatifs, qui gravitent. Le noyau, il contient quoi déjà? Des protons, c'est ça? Positifs? Et des neutrons. C'est ça. Protons positifs, neutrons neutres. Et pour que l'atome soit neutre, électriquement, il faut autant d'électrons négatifs que de protons positifs. Le fameux numéro Z. Exactement. Z proton, Z électron. C'est ça qui définit l'élément chimique. Et le total proton plus neutron, c'est A, le nombre de masse. Donc A moins Z, ça donne les neutrons. C'est quand même fou cette organisation à cet échelle. Mais ces atomes, ils ne restent pas tout seuls assis. Comment ils font pour former des choses plus grosses, comme l'eau par exemple? Non, bien sûr. Ils s'assemblent, ils créent ce qu'on appelle des liaisons chimiques et ça forme des molécules. Ah, voilà les molécules. Une molécule, c'est donc un groupe d'atomes liés. L'eau H2O, c'est simple, deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène liés ensemble. Et on a des exemples dans nos sources de molécules qu'on peut même reconnaître avec des petits tests. Le dihydrogène H2, deux hydrogènes, ça fait pop avec une flamme, c'est ça? Oui, c'est un test classique. Ou alors le dioxyde de carbone, CO2, un carbone et deux oxygènes. Ah oui, celui qui trouble l'eau de chaud. Exactement. Et le dioxygène, O2, deux oxygènes, qui peut rallumer une petite braise, une allumette incandescente. Le diazote N2 aussi est mentionné, deux azotes, principal composant de l'air, mais sans test facile comme ça. C'est ça. Donc on a des assemblages spécifiques d'atomes avec leurs propriétés bien à eux. Ok, donc atome neutre, molécule neutre, mais la chimie, c'est aussi une affaire d'électricité, de charge, non? Comment on passe de ça à des entités chargées? Justement, c'est là qu'interviennent les ions. C'est un peu plus dynamique, on va dire. Les ions, d'accord. Un ion, en fait, c'est tout simple, hein. C'est un atome, ou parfois même un groupe d'atomes, qui a soit perdu, soit gagné un ou plusieurs électrons. Ah, donc il n'est plus neutre. Voilà, il porte une charge électrique. S'il perd des électrons qui sont négatifs, il devient positif. Logique. Et s'il en gagne, il devient négatif. C'est exactement ça. Les positifs, on les appelle des cations. Les sources donnent des exemples comme le Cu2+, l'ion cuivre. Mhm. Le fer aussi, Fe2+, et Fe, l'aluminium, Al3+. Le zinc Zn2+, etc. Et ceux qui gagnent des électrons, donc négatifs, ce sont les anions, comme l'ion chlorure, Cl-, ou l'ion sulfate, SO4-2-. D'accord. Et là, ça devient vraiment intéressant. Parce que ces ions, on ne les voit pas. Ils sont dissous, par exemple. Comment on peut savoir s'ils sont là? C'est une très bonne question. On ne peut pas les voir, mais on a des astuces chimiques. On utilise ce qu'on appelle des tests de reconnaissance. Des tests. Oui, souvent par précipitation. On ajoute un produit chimique bien choisi, un réactif. Ok. Va réagir avec lui pour former un nouveau composé, un solide, qui n'est pas soluble dans l'eau. Il apparaît comme une sorte de trouble ou de poudre fine. C'est ça, le précipité. Ah, un précipité. Un indice visible pour quelque chose d'invisible. Malin. Et les couleurs sont importantes, j'ai vu ça. Très importante. Souvent, la couleur du précipité est caractéristique de l'ion. Par exemple, si on ajoute de la soude, de l'hydroxyde de sodium, Oui. si on a des ions cuivre, Cu2+, on obtient un précipité bleu. Si c'est du fer 3, Fe3+, il sera plutôt couleur rouille orange-brun. Ah oui. Et vert pour le fer 2, Fe2+. Et blanc pour l'aluminium ou le zinc. Tout à fait. Et il y a d'autres réactifs. Le nitrate d'argent, par exemple, il réagit avec les ions chlorure Cl- pour donner un précipité blanc. Celui qui noircit à la lumière, c'est ça? C'est lui. Et pour les ions sulfate, SO4-2-, on peut utiliser du chlorure de baryum, ça donne aussi un précipité blanc. Ce sont vraiment comme des signatures chimiques. Impressionnant. Alors, si on résume un peu ce voyage, on est parti de l'atome, la brique de base. Ces atomes s'assemblent en molécules, et parfois atomes ou molécules perdent ou gagnent des électrons, devenant des ions chargés. C'est ça. Et même si on ne voit pas ces ions,
on a des moyens, comme ces réactions de précipitation avec leurs couleurs, pour les démasquer. Absolument. Et comprendre tout ça, ces atomes, molécules, ions, comment ils interagissent, c'est vraiment la clé pour comprendre la chimie. Ça explique les réactions, la composition des matériaux, le fonctionnement du vivant même à sa base. C'est clair que c'est fondamental. Et ça amène une dernière question peut-être un peu vertigineuse. Ah, Si on nous dit que l'atome, c'est un tout petit noyau, avec des électrons qui tournent loin autour, et qu'il y a surtout du vide entre les deux, oui, l'essentiel du volume d'un atome est effectivement considéré comme du vide. et que toute la matière, tout ce qui nous semble solide, est fait de ces atomes pleins de vide. Qu'est-ce que ça nous dit vraiment sur la solidité des choses qu'on touche tous les jours? C'est une excellente question pour réfléchir, n'est-ce pas? La nature de la matière, même ce qui nous semble le plus évident, cache encore bien des aspects contre-intuitifs. Clairement matière à réflexion. Merci beaucoup. Avec plaisir.